Désolé, on était en plein débat sur est-ce que Marcus Filly mérite notre respect alors que c'est un mec absolument incroyable, mais le seul point négatif c'est qu'il met du vernis à ongles. Donc on est en train de réfléchir, est-ce que on doit le boycott parce qu'il met du vernis à ongles, ou est-ce que en fait boycotter quelqu'un qui met du vernis à ongles, ce serait un peu rentrer dans le wokisme, c'est-à-dire ne pas supporter les gens qui font des choses que nous on n'aime pas. Donc est-ce qu'il faut qu'on soit tolérant? On sait pas. Moi j'en mets souvent. Toi tu veux en mettre? Moi je veux pas que t'en mettes par contre. J'en mets souvent. Toi t'en mets souvent? C'est bien parce que tu l'enlèves avant de venir à la salle. Ok, bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on va faire une FAQ parce que j'étais sûr que sur les derniers sujets d'actualité vous aviez des questions. Alors, go! On va démarrer. Première question, donc je vais la mettre au vous puisque nous le faisons avec Orlan. Que faisiez-vous avant d'être coach? Étiez-vous dans l'armée? Qu'est-ce qui a forgé ainsi votre passé? Orlan, raconte-nous. Moi j'étais dans une armée de scouts et j'ai fait 5-6 ans avant de partir vers le coaching. Sachant que j'ai fait une partie de coaching grâce à Nicolas Leto, dont je parle souvent, qui avait lancé une box de CrossFit au régiment. C'est ça qui a un peu déclenché ma transition entre les deux. Parce que c'est ça qui a fait tout ce que je suis aujourd'hui. Pas tout, non, mais c'est certainement une des grosses parties de ma vie qui a participé à construire et mes valeurs, et mes convictions, et mes attitudes, et tout ce qui va avec. Et moi je viens de 10 ans des métiers de la sécurité. Pareil, non, je n'ai... Alors moi, je dis pareil parce que je considère qu'Orlan et moi on s'entend très bien parce qu'on est sur le même système de valeurs. Moi j'ai passé mes 20 premières années de ma vie à être formaté pour entrer dans l'armée, ce que je n'ai finalement pas fait. Ce que j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Donc j'ai bifurqué au dernier moment, il me fallait vite un boulot, donc j'ai trouvé les métiers de la sécurité, dans lesquels j'ai bossé pendant 10 ans, dont 8 ans la journée et en boîte. Donc pour la faire courte, les métiers de la sécurité, c'est toute la merde que fait les forces de l'ordre, sans un ministère derrière, sans une corporation derrière, sans armes, souvent sans équipe et avec la violence du milieu de l'emploi privé. Donc voilà, extrêmement compliqué, ça donne pas mal de bonnes compétences. C'est un métier qui demande beaucoup de compétences et qui est hélas fait par des gens qui en ont souvent peu. Parce que c'est pas un métier mis très en avant. Un événement à mes 23 ans m'a fait dire que c'était pas la vie pour laquelle j'étais fait. Et donc j'ai bifurqué dans les métiers du sport, mais en gardant cette philosophie de mon éducation martiale et ce goût pour la sécurité et les choses bien faites. Et c'est ce qui a donné le caractère martial dans le développement de Weir Athletic, qui a été très mal compris pendant les premières années et qui aujourd'hui fait référence et inspire plusieurs dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Et je suis très content qu'on ait monté une marque où on est un petit peu encore les derniers jusqu'au boutiste pour nos valeurs. Hier j'étais en voiture avec Sylvain et on écoutait une des dernières interviews de Bijar. Et c'était très très drôle parce que le mec après sa carrière et 70-80 ans passés parlait et avait exactement les mêmes convictions que Sylvain et moi dans la voiture, et c'était drôle parce que on aurait dit que son interview, elle avait 24 ans et il l'aurait faite hier matin. Il décrivait la société parfaitement avec le même panache, et donc je suis content que vous reconnaissiez dans nos personnalités ce côté un peu panache à la française qui ces derniers temps a quand même réussi à être pas mal effacé par le macronisme wokiste sauce islamo-gauchiste. Comment augmenter rapidement sa VO2 max? Oui, parce que le concept des FAQ, c'est de prendre des questions qui n'ont aucun rapport et de vous faire passer un bon moment. Donc, Orlan, à ton avis, quelle est ta vision de comment augmenter rapidement sa VO2 max, outre faire du fractionné? Alors en ce moment je fais un exercice incroyable. Je pense que ça va faire de moi un spécimen. C'est que je souffle dans une paille le soir, comme un retraité qui a eu un cancer du poumon, tu vois. Faut pas trop que je rigole. Donc je souffle, je suis allé jusqu'à 40 secondes, hein. Je suis très fier de moi. Pas mal. Je pense que c'est un bon exercice. Orlan est obligé de maintenir sa capacité pulmonaire suite à une petite blessure des intercostales. Donc pour ceux qui l'ont déjà eu, douleur niveau 30 sur 10 pour un incident d'une gravité 0,5 sur 10. C'est pour moi la blessure qui a le plus gros delta entre le niveau de douleur et le niveau de gravité. Et donc il est tombé sur un... C'est un médecin qui t'a dit de faire ça? Ouais. Ok, ça reste quand même un super conseil parce que sur ce type d'effort, sur un sportif, sur ce type de période
où là l'activité est quand même très compliquée parce que c'est un muscle qui est extrêmement douloureux et qui intervient même quand vous êtes debout, assis, quoi que vous fassiez. Trouver un médecin qui vous donne un conseil sur le maintien de votre capacité pulmonaire, c'est tellement rare et on est tellement tout le temps en train de taper sur les médecins qu'il faut reconnaître que ce mec-là a une très bonne vision de son boulot et c'est très bien. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Orlan, oui, les exercices de respiration vont augmenter votre VO2 max de manière indirecte, c'est-à-dire que vous allez avoir une plus grosse capacité pulmonaire et donc forcément plus d'alvéoles, forcément plus d'air inspiré et donc plus d'échanges gazeux. Donc à terme, ça va participer à une amélioration du système. Au-delà de ton cas extrêmement spécifique, est-ce que tu as une autre vision là, c'est sur le ma truc? full prépa. Hein. Ah ouais? J'ai toute confiance. Si je peux avoir la meilleure condition physique, sortie de ça, En soufflant des pailles. en soufflant dans les pailles, je vais écrire un livre. Donc très bien. C'est comme quoi, nous on fait feu de tout bois. Non, mais augmenter sa VO2 max, il y a plein d'exercices qui sont proposés. D'après moi, il y a pas. C'est pas qu'en bossant spécifiquement sur sa VO2 max qu'on l'améliore. D'après moi, il faut autant travailler l'aérobie que l'anaérobie et travailler à très très haute intensité comme faire du fond. On va peut-être pas en parler pendant 2 heures parce que c'est pas le but, mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites en essayant d'isoler à chaque fois qu'on parle de cardio vulgairement, parce que c'est le terme vulgaire qui est utilisé par tout le monde maintenant, mais à chaque fois on essaye d'isoler un petit peu les filières et de dire qu'il n'y a qu'une seule et même manière de travailler sa VO2 max. Et pareil pour le reste, alors que tout est lié. Donc, Ouais, c'est intéressant cette vision. C'est-à-dire que très souvent les gens nous posent cette question-là, mais parce qu'ils ont une vision qui est cloisonnée, alors que par exemple augmenter votre VO2 max parce que sur un effort type, je sais pas, rameur par exemple, si vous augmentez la puissance musculaire de vos cuisses, en réalité vous allez avoir un meilleur test de VO2 max, mais c'est parce que l'utilisation de vos muscles sera plus efficace, les niveaux de force utilisés seront plus efficaces. Voilà, ça c'est la tradition. Tous les jours j'ai mon colis. On se demande souvent si on va pas devenir mondial relais ou relais chronopost, parce que au vu du nombre de choses qu'on commande, ça nous rapporterait de l'argent. Donc qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mes nouvelles pailles. Qu'est-ce que c'est ça? Qui a commandé des pchits? C'est moi. Bref, pour revenir à VO2 max, dans l'absolu, ce qui est conseillé, c'est la très haute intensité, les intervalles de très haute intensité. Mais Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment votre cœur le problème aussi? est-ce que la question, c'est comment travailler purement la VO2 max, ou est-ce que c'est améliorer la performance qu'on associe à la VO2 max? Et comme l'a très bien dit Guillaume, quand j'augmente mon back squat d'un 1RM à 150, je passe à un 1RM à 170. Sur mon rameur, si je fais un test de VO2 max sur mon rameur, mon résultat il va être meilleur alors que j'aurais pas travaillé spécifiquement ma VO2 max. Donc encore faut-il savoir exactement quel est réellement l'objectif de développement. Est-ce que c'est par définition même travailler sa VO2 max pure, ou est-ce que c'est sur un test de VO2 max améliorer son résultat? Et à ce moment-là, ça passe pas forcément sur ce facteur limitant là s'il a mal été identifié. Autre problème à mon sens, le terme rapidement. Oui. Dans notre doctrine, on est très basé sur Standard Operational Procedure, SOP. Et un bon SOP, c'est planification, préparation, opération. Si j'ai besoin de développer vite une qualité physique, il y a 2 solutions. Soit il y a une erreur dans la planification, soit il y a une erreur dans la préparation, mais dans tous les cas, il y a une erreur. Je ne suis pas censé développer des qualités physiques rapidement. L'aspect rapide du terme est systématiquement un problème, et que ça soit dans la transformation physique ou le développement des qualités physiques,
c'est systématiquement délétère, ça vous pousse systématiquement à trop en faire. Et vous allez voir, j'ai repéré une question à laquelle on va revenir sur ce sujet. Question de quelqu'un qui est en surentraînement. Très souvent, le fait de vouloir faire vite va avoir pour impact que vous allez outrepasser les capacités de récupération de votre corps, vouloir en faire trop en trop peu de temps, et c'est mauvais. Donc, dans la question, le terme rapidement me pose problème, et encore une fois, pour réponse courte, augmentation du volume d'entraînement, augmentation de la puissance d'entraînement, ce sont les deux moyens d'augmenter votre VO2 max. Eric qui nous demande pourquoi sur le site de la FLD l'athlète de CrossFit est anonyme. Donc on sait qui c'est, il faut un avocat, ça coûte de l'argent, et cet avocat va devant un tribunal administratif ou directement à la FLD. À quel point ça va être délétère pour la carrière de la personne, puisque c'est son métier d'être coach, d'avoir son nom publiquement exposé. Et donc la FLD va dire ah oui c'est vrai, bon faut qu'on soit gentil sans être méchant. Donc ils vont publier la décision de la FLD, mais ils vont anonymiser le nom. Beaucoup de rumeurs sur qui a commandité cette anonymisation. Et on va tenter de rester factuel chez We Are Athletic, donc on va pas s'étendre sur le sujet et pas colporter de ragots. On sait qui c'est le plus important. La suite, c'est pas notre affaire. Que pensez-vous de l'attitude de CrossFit face au drame des Games ? Je laisse la parole à Orlan, puisqu'il a émis un avis sur les réseaux sociaux très pertinent. Ouais, je vais pas en parler longtemps parce que justement mon intervention sur les réseaux, le but c'était de rester un petit peu discret par respect pour la personne qui nous a quittés. Donc j'avais fait un post qui était surtout dédié à ma communauté, à notre communauté We Are Athletic, pour essayer d'éveiller un petit peu les gens sur ce que ça reflétait comme problème sociétal, plus que comment ça va être géré dans cet événement propre, puisque ça je pense que on peut avoir n'importe quel jugement, on peut dire tout ce qu'on veut, on n'y était pas, donc on ne peut pas trop revenir dessus, et puis revenir dessus, ça ne servira et ça doit servir surtout à ce que ça ne se reproduise plus jamais. Et d'après moi, à ce que la mémoire de la personne qui nous a quittés soit un minimum honorée et que par respect les choses soient mises au clair et sous la lumière plutôt qu'on essaie de contourner. D'après moi, la problématique principale de la gestion de ce drame-là, en tout cas ce que moi j'ai voulu faire ressortir, c'est le souci de déresponsabilisation, dans le sens où le but c'est pas de dire la personne qui est responsable c'est telle personne et de citer son nom ou quoi que ce soit, mais c'est quand quelque chose vous arrive ou arrive sous votre responsabilité, surtout quand il s'agit de la mort ou de la vie d'un être humain, la moindre des choses c'est d'assumer la totalité de ce qui s'est passé. J'espère que moi ça m'arrivera jamais, mais ça aurait pu m'arriver à moi aussi sur un wedge, j'en sais rien, on est responsable de plein de personnes sur un wedge, il peut arriver un accident. Certains accidents sont d'après moi inévitables et d'autres accidents sont d'après moi un minimum évitable. Est-ce que là c'était le cas ou pas ? On verra les ressorties de l'enquête. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un accident contre lequel on ne pouvait rien faire ou que ce soit un accident qui aurait pu être évité, si demain moi il arrive quelque chose sur un wedge, eh ben, je serai le premier à lever la main en disant et à me flageller tout seul en disant que c'est ma faute en tant qu'organisateur de logistique, je parle des wedges, s'il était arrivé un accident. Et en plus de prendre mes responsabilités, je pense que ça transformerait ma vision des choses sur l'organisation d'un événement et que je ferais même en sorte, pour rendre hommage à la personne qui nous a quittés, de mettre en place des choses derrière, des audits, ou peut-être même carrément monter une société de conseil sur... Enfin bref, là je m'emporte sur quelque chose que j'aurais fait personnellement, mais d'après moi c'est pas normal ce qui s'est passé, surtout sur la gestion post-tragédie. Après, comment c'est arrivé ou comment ça aurait pu être évité, ça on n'était pas sur le site même. J'étais même pas sur le même territoire. On n'était pas sur le site, mais il y a quand même des vidéos qui montrent qu'il y a une incompétence. Il y a une incompétence totale et une ingestion
incroyable. Moi, je vais faire un parallèle avec l'attentat de Trump, parce que vous voyez pas le lien entre les deux. Mais moi, en tant que personnel de sécurité pendant de longues années, et pour ceux qui suivent mes aventures depuis longtemps, vous savez que je suis très régulièrement dans un pays étranger en Europe en train de continuer mes formations en protection rapprochée armée. Le Secret Service, qui n'a rien à voir avec les services secrets, le Secret Service, c'est juste l'équivalent de la protection rapprochée des hautes personnalités aux États-Unis. Quand il y a eu l'attentat de Trump, il n'y a rien qui va. Tout le monde s'est focalisé sur la pauvre femme qui n'arrivait pas à rengainer son arme, mais personne ne se focalise sur le fait qu'il rentre Trump par le côté exposé du véhicule et pas par le côté pour mettre le véhicule en protection. Les gens qui sont censés être de ce Secret Service qui se planquent sous les escaliers, le délai retard avec lesquels les gens percutent, le fait que le toit n'ait pas été surveillé, le toit d'où le tireur est parti, d'où le tireur a tiré, etc., etc. On est quand même sur des services où il y a une question de vie ou de mort qui se joue en quelques secondes, qui sont d'une redoutable incompétence. Et moi, je connais des mecs qui ont 6 mois d'ancienneté comme private military contractor qui feraient vachement mieux que des gens qui font carrière au sein de ce Secret Service. Niveau d'incompétence qui met la vie de personnes en jeu, et donc il n'y a pas Trump qui meurt, mais un pompier qui prend une balle et qui décède derrière. Et là, on se retrouve avec donc une épreuve sportive, un lac, une épreuve de natation, 2 mecs en paddle qui sont à 10-15 mètres de la personne qui se noie. Totale incompétence, incapacité de s'en rendre compte, de le voir, la personne se noie. Un mec du public se rend compte du truc, il saute, il se fait arrêter et on l'empêche d'y aller. Là, encore une fois, on est face à des primo-intervenants dans laquelle du public met sa vie entre ses mains. C'est-à-dire que vous avez Trump qui ose monter sur une scène dans un contexte très difficile au niveau politique aux États-Unis, en se disant de toute façon, moi j'ai le Secret Service derrière moi, donc bon, il gère ma safety, il gère ma sécurité, donc ça va aller. Vous avez ce fameux Lazare qui se dit voilà, c'est quand même les games, on peut y aller, il y a quand même un service de sécurité qui va être là au cas où il nous arrive un pépin, et on se retrouve à 1 mois d'intervalle avec, dans 2 domaines complètement différents, une démonstration implacable de la totale incompétence de gens qui sont payés à l'année au long cours pour un travail où il ne se passe en réalité jamais rien. Et la première fois qu'il se passe quelque chose, on a une démonstration de leur incompétence. Le Secret Service n'a pas à gérer des tireurs isolés avec un très bon niveau de tir d'ailleurs, tous les mois, toutes les semaines. Je pense que les secouristes n'ont pas à gérer des noyés tous les mois, toutes les semaines. Et pour une fois qu'ils auraient pu faire leur travail correctement, on est face à une démonstration totalement implacable de leur totale incompétence. Et alors pire, le service de sécurité qui bloque le spectateur qui veut aller porter secours. Enfin, pour moi, tout ça, c'est au minimum de la non-assistance à personne en danger. Mais là, on est à des niveaux d'incompétence où ces gens-là, que ce soit dans le cas de Trump ou dans le cas de Lazare, ce sont des gens qui ne devraient plus jamais avoir le droit à vie de travailler comme primo-intervenant, puisqu'ils ont prouvé que malgré tout leur entraînement et malgré leurs heures d'expérience, ils sont parfaitement incompétents. On pourrait aussi se poser la question de la formation. Est-ce que ces gens ont vraiment subi un stress inoculation training? Est-ce que ces gens ont vraiment vécu un travail, un entraînement à la détection de problèmes? Ou est-ce que ces gens-là vont bosser comme des putains de parfaits touristes? Mais dans tous les cas, il y a un lien entre l'incompétence de ces gens et les dégâts qu'il y a derrière. C'est peut-être même un autre souci, parce que si on prend un peu plus de recul, quand bien même ils auraient les compétences, ou ils auraient eu l'entraînement ou la formation pour, il y a souvent, parce que moi j'ai eu affaire à ça quand je travaillais côté militaire, il y a un gros problème qui est humain, c'est que certaines personnes, quand ils ont les compétences, à force de ne pas être confrontés aux besoins pour lesquels ils ont développé ces compétences-là, et parce qu'ils sont censés avoir des compétences un peu au-delà de la normale. Nous sommes l'incarnation
des gens qui veulent combattre ce nivellement par le bas, parce que notre passé et notre présent nous montrent que ce niveau d'incompétence tue et sort de question. Et j'espère que CrossFit, l'organisation, les softeurs et tous les gens qui ont merdé seront poursuivis, parce que c'est inadmissible. Voilà. Peux-tu en dire plus sur le protocole de rééducation du périnée ? Donc là, je vais répondre. Il y a 5 ou 6 ans en arrière, on a fait un live que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube avec une kiné qui nous a parlé de tout ce qui était rééducation périnéale. Elle est vraiment spécialisée dessus, Mathilde. C'était un excellent podcast. Et à l'issue, j'ai bossé avec une kiné qui s'appelle Elodie Jello. Et nous avons travaillé sur un protocole de rééducation périnéale qui a porté ses fruits. Maintenant, ça fait 6 ans. C'est pas un produit qu'on a trop mis en avant parce que c'est quelque chose de très spécifique. Mais c'est un protocole qui permet aux femmes qui débutent leur rééducation périnéale surtout de faire cette rééducation pour revenir à l'activité physique. Donc c'est quelque chose qu'on a remis sur le site il n'y a pas très longtemps. Et puis voilà, vous pouvez aller voir. Autre question intéressante. Tiens, une question de Nico pour toi, Orlan. Douleur dans la région lombaire en position holo. Pourquoi ? Que faire ? Quelle est ta vision du truc ? Encore une fois, c'est une question un peu large. C'est difficile de répondre comme ça sans avoir vu la personne pratiquer. Douleur dans le dos en holo, ça peut venir déjà d'un mauvais positionnement ou d'une mauvaise compréhension des alignements qui devraient être respectés dans le holo. Il y a beaucoup de gens qui voient ou qui enseignent ou qui se sont vus enseigner le holo comme une simple contraction abdominale allongée sur le dos, alors qu'il y a une rétroversion du bassin qui rentre en jeu, il y a une contraction des cuisses qui rentre en jeu, il y a une flexion, un raccourcissement, si je peux dire ça, du tronc avec les côtes flottantes qui viennent se rapprocher des crêtes iliaques. Donc déjà, il faudrait voir comment Nico pratique, si c'est lui qui est concerné, de manière à voir s'il n'y a pas une correction à apporter sur sa position. Et après ça, il faudrait voir d'autres pistes si jamais la position est respectée, voir s'il n'y a pas soit un déficit qui entraînerait une compensation, soit... Mais là, c'est trop complexe, on ne peut pas... Juste pour donner des pistes, pareil, douleur lombaire, ça peut aussi être le fait que quand tu passes ton tronc en flexion à ce niveau-là, il suffit que tu aies une contracture ou une fibrose au niveau des lombaires. Forcément, le fait de raccourcir la chaîne antérieure va te demander d'allonger la chaîne postérieure. Et donc à ce moment-là, ça peut tirer sur ta contracture ou sur tes trigger points. Il y a ça. Il y a aussi le psoas à regarder, puisqu'au moment où tu vas vouloir raccourcir dans ce sens-là, pareil, le psoas va se mettre à bosser. Et vu comme il est attaché, ça peut venir de là. Bref, tant de pistes à explorer pour toi si tu souhaites. La force et l'endurance en course à pied peuvent-elles être développées en même temps de façon efficace ? À ton avis, Orlan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'elles peuvent être développées en parallèle. Oui. Et d'après moi, la force est indépendante au développement de l'endurance. Moi, je dirais oui, mais ça dépend de ton age training. C'est-à-dire que si on prend un Benjamin Hennequin ou un ultra forceux, donc il y a un age training très avancé en force, et que d'un coup on veut lui faire de l'endurance, clairement il va perdre sur sa force, mais parce que sa force est ultra spécialisée à un niveau dégénéré. Dans l'autre sens, le CrossFit a prouvé un truc que les stapsiens nous ont expliqué pendant 30 ans que c'est pas possible. Vous prenez quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, vous lui faites faire de la force et de l'endurance pendant 3 ans, il va gagner en force et en endurance pendant 3 ans. Donc tout dépend de votre niveau de spécialisation, mais clairement si vous n'êtes pas ultra spécialisé dans le domaine de la force depuis des années, bien sûr que vous pouvez faire de la force d'endurance, et tu as tout à fait raison, l'inverse aussi. D'ailleurs, une des meilleures préparations pour... je réponds à la question parce qu'on ne me l'a pas posée, mais on me la pose tout le temps.
Guillaume, j'ai un test en unité spécialisée. Je me donne 1 an ou 2 pour les passer. Par quoi je commence? La question, elle est vite répondue. Power building, PPG running, pendant 10 semaines. Pourquoi? Parce que ça va vous faire les bases de force et de course à pied pour qu'ensuite, on passe sur des cycles plus spécifiques comme les programmations qu'on a développées First Responder par exemple. Mais vouloir faire des tests pour unité spécialisée quand on est une grosse merde en course à pied et quand on a la force d'une chips, derrière on n'a pas les 2 bases fondamentales de la préparation physique généralisée. Et donc après, comme la base de notre pyramide elle est vraiment très faible, derrière la pyramide elle va pas trop monter. Vous faites 10 semaines de préparation musculaire avec une base de fond en course à pied, sachant que PPG Running, c'est à la fois du fond et à la fois de la puissance une fois par semaine. Vous démarrez votre programmation derrière spécifique pour vos tests d'unité spécialisée. Après avoir fait 10 semaines de développement de masse musculaire, de force et de running. Et là, vous êtes sur les meilleurs rails pour démarrer. Mais mes tests ils sont dans 1 mois, je fais comment? À toi, il va falloir vraiment que tu aspires la paille. Je pense que la paille, là, il va falloir doubler le travail. Tu devrais peut-être même vivre avec une paille. Ouais. Yannick, on lui achète un tuba. Pas de question, sacré physique, athlétique et musculeux. Je t'aime. Continue de me dire ça, moi qui suis un être anciennement très complexé. J'aime que tu apprécies. Juste un grand merci pour les vlogs. J'en parle à la boxe. Beaucoup de pépites techniques. Romain, je te remercie. D'ailleurs, tous les gens qui regardent nos vidéos, qui mettent pas de like, qui mettent pas de pouce, qui ne s'abonnent pas et qui ne partagent pas, vous êtes des criminels de guerre. Il y a eu des gens méchants dans l'histoire, mais vous valez pas mieux. Donc tâchez de pas être ce type de mauvaise personne. Sarah nous demande quels sont les essentiels selon toi à avoir dans sa trousse de secours. Tout dépend du contexte. Trousse de secours, c'est quoi trousse de secours? Je pense qu'elle est dans le contexte de j'ai un truc sur moi tout le temps. Ouais. On va partir de ce contexte-là. Même j'ai un truc sur moi tout le temps, ça dépend du niveau de compétence pour intervenir derrière, parce qu'on pourrait mettre tous les éléments nécessaires au primo-intervenant pour être dans des conditions optimales s'il fallait intervenir. Quand bien même j'ai une trousse magique, si j'ai pas les compétences qui vont avec, ça fonctionne pas. Donc, le premier élément à avoir dans sa trousse à outils, c'est les formations et les compétences, d'après moi, dans sa trousse de secours. Et puis après, on va pas rentrer dans les détails, mais si tu as fait quelques formations secouristes, tu prends le marche Ryan et tu sélectionnes les éléments qui sont le plus important à avoir pour traiter le process de prise en charge d'une victime avec le niveau d'importance qui est inclus dans ce marche Ryan là. Je t'invite à aller voir sur internet ou à venir dans nos formations ou dans d'autres formations d'ailleurs pour te former si tu ne le connais pas. Et voilà. Ouais, on peut en parler pendant 2 heures. La base, c'est il vous faut de quoi arrêter une hémorragie. Et pour pouvoir arrêter une hémorragie, il vous faut un minimum de matériel qui va être garrot, pansement compressif et mèche. Mais c'est quand même beaucoup mieux de savoir s'en servir. La plupart des trousses de secours qu'on vous vend, enfin pas la plupart, la totalité des trousses de secours qu'on vous vend actuellement, ne sont pas des trousses de secours, ce sont des trousses de bobologie. C'est-à-dire qu'il y a un pansement, il y a des pansements, il y a un truc pour mettre son bras, pour mettre son bras en écharpe, etc., etc. Encore une fois, on le répète souvent, le délai d'intervention actuellement des pompiers, c'est 16 à 18 minutes. 16 à 18 minutes, si il vous arrive quelque chose de grave, vous avez le temps d'être mort entre 5 et 6 fois. Si vous faites un choc anaphylactique grave, vous êtes mort en 3 minutes. Si vous faites une hémorragie, vous êtes mort entre 20 secondes et 3 minutes, etc., etc. Si vous faites un vrai arrêt cardiaque, idem. Donc, prenez-vous en main. La base, c'est d'abord de se former. On ne regrette jamais une formation. Trouvez-en à côté de chez vous. Venez nous voir. On sera vraiment ravis. C'est un secteur qui se développe beaucoup chez nous. Et on en est très heureux. Mais s'il vous plaît, formez-vous. Le matériel, c'est très important à l'avoir, bien sûr. Vous formez et surtout dans les bonnes conditions, puisqu'encore une fois, avoir le matériel sur vous et ne pas être prêt à l'utiliser dans des conditions de stress inoculation training, donc avec un cerveau complètement parasité, un cœur à 180 pulses, une motricité fine qui a disparu, etc., etc., ça va être compliqué. Quand ce phénomène de détournement de l'amygdale va prendre le dessus et que vous allez être complètement paniqué, si vous vous êtes formé en ambiance de salon de thé, alors Timothée est allongé par terre. Oh, il est inconscient.
et ne respire pas. Je vais donc brancher mon défibrillateur. Si vous entrez dans ce contexte-là, ça va forcément mal se passer en conditions réelles. Moi, je l'ai vu, que ça se passait mal. Donc voilà, les bonnes formations, le bon état d'esprit, la bonne visualisation et dans un dernier temps, le matériel, bien sûr, est extrêmement important. Le matériel étant un multiplicateur. Comme on explique toujours, si vous voulez monter des parois en planche en OSB ou en placo, vous pouvez le faire avec un marteau et des clous. Mais si vous avez une visseuse et une clouteuse, vous allez faire en 2 heures ce que quelqu'un va faire en 2 semaines. C'est un peu ça pour le matériel de secourisme, sauf que dans le concept du matériel de secourisme, le temps est aussi une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que si vous mettez 3 jours à boucher un trou par lequel on peut mourir en 3 minutes, ça va être un problème. Donc le matériel est très important, mais la formation qui va avec l'est encore plus. Orlan, la France peut-elle rebondir ? Je me sens impuissant devant toute la merde. Non, est-ce qu'elle peut rebondir ? Jusqu'à maintenant, elle a rebondi à chaque fois. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en train de foncer dans la bonne direction. Ça, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il va y avoir un déclencheur à un moment qui va faire qu'on prenne un virage à 90 ou à 180 ? J'espère. Nous, à notre petite échelle, on essaye de tirer dans ce virage-là un petit peu les gens au quotidien. Malheureusement, tout seul, on n'est pas grand-chose, donc on ne peut pas faire tout ça sans vous déjà. Et puis on va continuer de mener les petits combats qu'on peut mener à notre niveau, en espérant que ça réunisse d'autres personnes et que ça donne envie de mener des combats chacun de votre côté, pour que chacun de ces combats respectifs se rejoigne en un seul et même courant qui fera qu'on sorte un peu la tête de l'eau et qu'on arrête d'aller dans une direction dangereuse. On a un problème, c'est que les gens ont théorisé ça mieux que moi avant. Nous sommes un pays beaucoup plus fracturé que les autres pays d'Europe, puisque nous avons une génération complète d'êtres humains avec des énormes couilles qui est décédée, et que ceux qui ont réussi à pas mourir sont soit en très petit nombre avec des grosses couilles, soit en très grand nombre, mais ce sont des pleutres. Des pleutres qui ont collaboré, des pleutres qui se sont cachés, des pleutres qui se sont barrés. Et donc aujourd'hui, il y a un combat idéologique entre les descendants de ces gens qui génétiquement sont des combattants et ces gens qui sont génétiquement des pleutres. Et aujourd'hui, les pleutres nous expliquent qu'ils ont du courage parce qu'ils font des hashtags et des putains de manifestations avec des pancartes. Alors que le courage, c'est dans la vraie vie que ça se... Mais c'est pas sur les réseaux. On peut voir le bordel qui se passe actuellement en Angleterre, où vous avez un pouvoir de gauche qui a laissé faire pendant près de 30 ans des gangs de Pakistanais violer plus de 16 000 filles mineures, qui n'a jamais combattu ça, à part quand dans certaines villes on a atteint des chiffres comme 1900 femmes violées, où là évidemment ils ont été obligés de faire un peu un procès. Mais ils ont expliqué que c'était tout le temps des groupes isolés et que c'était pas vraiment un problème sociétal. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des services de police qui nous disent salam alaikum, hello everybody, pour pouvoir parler à la population. On a des gens qui ont donc mis 10 ans à juger des groupes de 10 Pakistanais qui ont volé 1900 fillettes, mais qui sont actuellement en 24 heures capables d'arrêter des manifestants pour les mettre en prison. En 24 heures. Donc vous devez comprendre quelque chose, c'est que ces pleutres, pour pouvoir exister, pour pouvoir dominer ceux qui ne pourraient pas dominer à l'état naturel, sont obligés de posséder les services de justice et sont obligés de posséder le pouvoir politique. Donc ils décident ce qui est légal ou illégal, mais en dehors de toute morale et en dehors de toute légitimité, autre que celles qui se sont données. Donc le scandale qui est en train de se passer en Angleterre est incroyable. C'est-à-dire, je répète, on a eu pendant 30 ans des gangs de Pakistanais qui ont volé 19 000 fillettes. Ils ont mis des années à les juger. Et là, ils disent qu'ils vont arrêter Elon Musk parce qu'il a dit sur Twitter que. Donc vous comprenez bien que la justice peut être extrêmement rapide quand ça va protéger le pouvoir en place et extrêmement lente quand ça va protéger des gens qui sont à l'encontre de leur idéologie.
Et quand vous aurez compris ce système de justice à deux vitesses, vous comprendrez où est-ce qu'il faut taper et comment il faut le faire. Nous, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de vous montrer que c'est possible. C'est possible d'avoir un business indépendant. C'est possible d'être payé par autre chose que la publicité. C'est possible d'avoir un business éthique, au sens où nous, notre commerce, c'est donner de la santé, donner du développement personnel, donner de l'estime de soi par le changement de composition corporelle et le développement des qualités physiques. Notre business, c'est renforcer physiquement et intellectuellement la population française. Et de là, pour moi, c'est le premier pas vers une prise de conscience et le développement d'une idéologie. Et on va commencer petit à petit notre combat, comme on a fait au sujet des affaires à l'issue de la cérémonie des JO. Et on va monter crescendo. La meilleure chose que vous puissiez faire, chacun de votre côté, d'après moi, et ce qu'on essaie de faire nous au quotidien, c'est de mettre en place n'importe quelle action, la plus petite qu'elle soit, qui fasse en sorte que votre curseur de normalité reste aligné avec des bonnes valeurs et des bonnes convictions, et essayer par vos actions de ramener ceux qui se sont perdus au niveau du curseur de normalité et qui l'ont décalé trop dans un extrême ou trop dans l'autre, pour le ramener au bon endroit. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde par la main et les forcer à suivre une direction, mais vous pouvez par vos actions essayer d'entraîner les autres avec vous dans la bonne direction. Complètement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action ou d'action avec une valeur et d'autres non. Tout ce que vous pouvez mettre en place au quotidien, la plus petite qui soit. Je rebondis sur son propos qui est très vrai, c'est que ce que je dis, c'est au-delà des ethnies, au-delà des religions et au-delà des minorités sexuelles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être, et c'est le cas, on a publié combien de témoignages de musulmans français qui étaient complètement outrés de la cérémonie des JO. Combien on a publié de messages de gens de la communauté homosexuelle qui sont absolument outrés du comportement du lobby LGBT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérer que le problème du pays, c'est les musulmans, c'est comme considérer que le problème de l'obésité en France vient uniquement des patrons de McDonald's. Ça n'a absolument aucun sens. La plupart des gens de ces minorités sont des gens qui sont parfaitement intégrés. On en a plein nos stages, on en a plein notre salle, et ce sont des gens extrêmement bien. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dans toutes les civilisations, ce qui fait corps, c'est l'envie de s'intégrer, l'envie de vivre ensemble. La responsabilité commune. Voilà. Ancrer ses actions dans le collectif. Et aujourd'hui, on peut tourner comme on veut. Il y a 99% des musulmans de France qui sont parfaitement intégrés, qui bossent, qui sont des gens très bien. Mon père est issu de la minorité vietnamienne. Ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés, qui travaillent, etc. etc. Le problème, c'est de racialiser systématiquement les discussions. C'est une forme de démagogie qui fait perdre de vue quel est le véritable problème. Quand aujourd'hui, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un du lobby LGBT, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il est du lobby LGBT. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que je considère que ses idées sont de la merde. Mais d'ailleurs, la plupart des gens qui sont, d'après moi, qui sont à l'origine de la division aujourd'hui de notre société, sous couvert de ceux qui ne sont pas d'accord accusent une catégorie de personnes, c'est les seules personnes qui créent des cases. Absolument. Parce que là, ce qu'il est en train de dire, Guillaume, c'est que nous, ce contre quoi on lutte, c'est pas une catégorie de personnes. C'est un comportement, une attitude, des convictions qui sont complètement décalées, un manque de valeur, un manque de respect. Peu importe la catégorie de personnes qui s'inscrit dans ces problématiques-là, qu'elles soient dans une case ou dans une autre, ça sera une sombre merde, quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attaque au tribunal. J'ai encore eu Fabrice Visio samedi. On attaque pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je veux faire jurisprudence et je veux avoir le droit de me disputer avec un homosexuel parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur ses idées, et je veux avoir le droit de le faire sans être automatiquement attaqué et insulté d'homophobe. Je veux pouvoir me disputer avec un Vietnamien sans que ce Vietnamien crie au racisme.
Là, par exemple, je suis tombé sur un réel de RMC où je sais plus quel débile de chroniqueur qui nous explique que si on n'est pas d'accord avec le fait que Khelif, l'Algérien, qui a gagné les JO en boxe féminine, si on n'est pas d'accord avec le fait qu'un homme boxe des femmes, c'est simplement parce que c'est une cabale contre une Algérienne, encore une fois, c'est lui qui crée du racisme. Puisque nous, on n'est pas d'accord parce que cette personne a des chromosomes XY et tabasse des femmes. Et on va venir nous dire qu'on n'est simplement pas d'accord parce qu'elle est algérienne. Mais en fait, je vous explique, elle aurait été française, ça se serait passé exactement pareil. Moi, il y a plein de gens qui, dans le crossfit français, ont eu des comportements de merde et je les dénonçais. J'ai pas attendu que ces personnes soient algériennes pour dire que ces personnes faisaient de la merde. Donc, vous comprenez que c'est ces gens qui accusent les autres de racistes et d'homophobes qui, en fait, créent les cases et qui, en fait, créent des problèmes où ils n'existent pas. Donc, c'est l'objet de pourquoi j'attaque tout ce petit monde au tribunal et qui va faire qu'ils vont perdre, puisque on va les faire condamner pour cyberharcèlement, ça c'est le moins drôle, mais on va les faire condamner pour injure, puisque ça fera jurisprudence et à partir de ce moment-là, ils ne pourront plus jamais dire à quelqu'un qui les contredit que cette personne est homophobe en place publique. On ne pourra plus faire ça parce que je vais gagner. Est-ce que pour toi, il faut stopper les viennoiseries, le fromage et la charcuterie? Est-ce que pour moi, genre mon avis, ou est-ce que pour moi, ma personne? Est-ce que j'ai le droit de lâcher un fait ce que je dis, pas ce que je fais? Ah, tu peux tout lâcher, gros. Ah, voilà, ici, il n'y a pas de restriction. Ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'il faut stopper? Est-ce qu'il faut stopper complètement? Je pense pas. Mis à part si vous avez des problèmes de santé qui font que ces choses-là, même à très petite quantité, vous tuent à petit feu, oui, il faut stopper. Est-ce que vous pouvez vous faire plaisir avec une viennoiserie de temps en temps, de la charcuterie et je te laisse continuer, je vais chercher un truc pour répondre à la question. Oui, vous pouvez vous faire plaisir, moi-même je me fais plaisir. Maintenant, est-ce que je dois m'enfiler des viennoiseries tous les matins et construire tous mes petits déj avec les produits de la boulangerie, même s'ils sont très bons? Et est-ce que je dois faire tous mes apéros à base de charcuterie et de fromage? Je pense pas. Essayer de manger 80% du temps le mieux possible, le plus équilibré possible et de façon cohérente avec les apports nutritionnels que vous êtes censé avoir pour être en bonne santé. Et puis accorder 20% du reste à vous faire plaisir, à manger des choses que vous aimez, à partager des moments, parce que c'est aussi, la bouffe entre aussi dans l'aspect social et c'est très important de le conserver. Donc non, supprimer non, sauf s'il y a des cas particuliers. Maintenant, en faire la base de votre alimentation, je vous laisse tester et nous envoyer les résultats, mais je ne suis pas convaincu. Moi, j'ai ramené ça d'Ardèche. Ah voilà, on est pas mal. Pour toi, je te laisse sentir. Donc on remercie François qui fait ses propres saucissons en Ardèche. Donc là, je ne vous montre pas le fond du sac, mais il y en a quelques-uns. Ils sont roulés dans la cendre. Incroyable. Voilà, donc moi, à mon avis, vous devriez manger moins de fromage et de charcuterie industrielle. Mais par contre, vous devriez beaucoup plus manger de fromage et de charcuterie version producteur. Et là, ça revient à la question précédente sur est-ce que la France peut rebondir? À partir du moment où on va manger un peu plus français et un peu plus de qualité, on va défendre un peu plus notre agriculture et les gens du terroir et pas les supermarchés citadins. Je pense qu'on peut faire mieux. Attention, je fais la leçon à personne. Je ne mange pas à 100% bio, commerce équitable, petit producteur, c'est mentir. Mais c'est vrai que c'est une conscience que j'aimerais augmenter chez moi et augmenter dans notre communauté. Donc manger moins de merde industrielle, manger plus de trucs de terroir, ça oui. Viennoiserie, les limiter forcément parce que c'est vraiment un combo gigantesque entre du gras, du sucre rapide. Ce qui se mange en général sans aucune source de protéines, et on a déjà expliqué à quel point c'était important d'avoir les 3 sources de macronutriments. Donc manger un pain au chocolat avec une tranche de viande de grison, C'est pas mal. c'est quand même pas fameux. Donc les viennoiseries pour moi c'est vraiment la porte vers le sucre. Mais à partir du moment où vous êtes dans un équilibre protéines, glucides, lipides,
et que vous voulez manger de bonnes sources, de bonnes origines, je ne vois aucun inconvénient dans le fait de manger du fromage et de la charcuterie, même si bien évidemment ça ne doit pas être la base de votre régime alimentaire. Clément qui nous dit pas de questions, mais le massage à la barre olympique, ça régale. Ouais, ça régale. Encore une fois, c'est un truc qui est complètement sous-évalué et très peu enseigné, mais ça fait partie intégrante de notre doctrine. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, allez voir, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Ça va vous plaire, ça va vous aider, ça va vous faire gagner surtout vachement de temps et éviter d'aller chez l'ostéo pour rien. Les ostéos et les kinés ont leur utilité, mais dans celle-là, beaucoup moins. Une routine pour développer la nuque. Nico qui nous demande « Salut Guillaume, as-tu une routine pour développer la nuque ?» Alors, je ne vais pas te faire une routine là en direct, mais je vais te donner les process. Premièrement, la nuque, il faut la bosser devant, derrière, droite, gauche. D'abord en isométrie. Donc, trouve un moyen. En général, on utilise un banc, on se met en pont et on se met en équilibre sur la tête, on le fait au sol aussi. Commencez par développer la musculature de votre nuque par l'isométrie. Quand vous commencez à être vraiment à l'aise en isométrie, dans ce cas-là, vous pouvez ensuite passer à du mouvement. Ne vous dites pas, je vais travailler ma nuque, je vais me blesser. Considérez que parce que vous ne travaillez pas votre nuque, vous allez vous blesser. Donc on commence toujours avec du renforcement isométrique. En vrai, ça peut suffire parce que ce qu'on demande à notre nuque, c'est pas de bouger vite et fort, c'est surtout d'être capable de maintenir une contraction solide une fraction de seconde quand on prend un impact. On s'en rend pas compte, mais quand on fait de la gym, en particulier handstand avec des HSPU, on va avoir plein de micro-mouvements quand on va taper la tête parce que les muscles de la nuque ne sont pas capables de maintenir en isométrie nos vertèbres. Et donc ça peut être vraiment délétère. Il y a des gens qui se sont fait très mal comme ça. Donc je vous invite à bosser en priorité en isométrie. Et si c'est dans des cas plus spécifiques, type sport de combat, là il faut rentrer dans des choses un peu plus sexy. Mais une fois que cette phase d'isométrie aura été faite. Que conseilles-tu comme prog pour une femme pompier afin d'être une bête opérationnelle? De base, on va te conseiller de faire des choses qui d'abord développent ta force et ta capacité de course à pied, comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu as les bases, et pour moi les bases commencent déjà aux tractions strictes, à ce moment-là, on peut passer sur des programmations plus sexy comme First Responder ou Delta Edition, qui sont des programmations qui ont été vraiment étudiées pour ça. On a beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup de succès sur ces programmations, ça nous fait très plaisir, parce que très souvent les programmations dans ce truc-là sont vraiment pas faites de manière intelligente et avec des volumes complètement dégénérés sur des mouvements qui sont extrêmement peu variés. Donc nous on a pris un parti de vrai développement de qualité physique en utilisant le savoir-faire qu'on avait sur d'autres programmations et voir que ça fonctionne aussi bien chez les hommes que chez les femmes, c'est un régal. On a des gens qui ont réussi les tests au premier, au GAO, GIGN Satori, Antenne GIGN. C'est des trucs qui sont vraiment gratifiants pour nous. Et même des femmes qui ont réussi à passer leur test de pompier volontaire ou simplement de pompier pro, c'est moins prestigieux que des super unités d'élite, mais nous, on s'en fout complètement de l'unité dans laquelle vous rentrez. Nous, ce qu'on veut, c'est vous apporter la meilleure compétence pour vos objectifs à vous, et il n'y a pas d'objectif plus important pour l'un que pour l'autre. L'important, c'est les vôtres. Donc voilà, ce type de programmation est vraiment fait pour toi, et si tu veux qu'on te guide plus, envoie-nous un MP avec un petit descriptif de ton niveau actuel et de là où tu en es, et on te guidera au mieux afin de construire tes capacités athlétiques pour ton objectif. Comment bien placer sa barre en squat sur les épaules pour une stabilité plus. La barre doit être posée sur vos trapèzes, juste en dessous de la vertèbre que vous sentez qui fait un peu une boule. Et vous devez essayer de presser la barre vers le bas afin de contracter la totalité des muscles du haut du dos, ce qui va vous aider à ne pas vous faire enrouler la cage thoracique vers l'avant quand vous squattez. Pour plus de détails, nous t'invitons à rejoindre nos Coaching Week et nos stages où on voit ça vraiment en détail. Un training camp sport de combat, préparation physique, un jour. Alors non,
c'est pas dans les tuyaux. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Je pense par exemple au camp que fait Monsieur Lou Bersanès avec Baki et plein de mecs ultra solides. Donc je te conseille de te diriger vers eux qui sont vraiment des spécialistes et qui connaissent vraiment leur affaire. Nous, si on le fait, ce sera dans le cadre d'une formation de défense personnelle où on intégrera peut-être une partie développement physique, mais ça ne sera pas dans le cadre du développement sport de combat sportif. Comment ne pas devenir fou et violent face à cette horde de gauche ? Eh bien, en comprenant que la violence et la folie ne va hélas rien régler. Ça va d'ailleurs constituer une arme contre toi. Contre toi et contre ton courant de pensée, puisque il faut savoir que même si les politiques sont quand même actuellement des ordures sans nom, il suffit de se renseigner sur le moindre ministre pour savoir que de base il est millionnaire, que de base il a été placé là parce qu'il connaît un tel ou qu'il est marié à un tel. On pourrait parler de, je sais pas, Stéphane Séjourné qui est en fait le mec de Gabriel Attal. On pourrait parler de Pannier-Runacher dont son père a un des plus gros consortiums mondial d'énergie fossile alors que la meuf est ministre de la transition écologique. Enfin, on est dans des délires absolus, on est vraiment retourné au Moyen-Âge. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu vas être violent avec eux, tu vas en faire un martyr. C'est-à-dire que même si ces gens-là sont des ordures, à partir du moment où tu leur as mis une balle ou que tu leur as mis une baffe, ces gens-là vont immédiatement se victimiser en expliquant à quel point la violence est quelque chose d'inadmissible. Donc il ne faut surtout pas agir de cette manière-là. Même si la violence fait partie de la société et que nous sommes de base des animaux et des êtres d'abord biochimiques avant d'être des êtres psychologiques, et que c'est la raison pour laquelle la violence est un moyen de pression et que l'État s'octroie le monopole de la violence, parce qu'il sait très bien que le seul moyen de le renverser, eh bien, ce serait de manière violente. Donc il a créé tout un système de lois et toute une idéologie pour que le peuple pense même que c'est extrêmement mal d'avoir accès à cette violence. Je vous conseille de ne pas desservir le combat idéologique que nous menons par des actions violentes. C'est complètement idiot. Vous allez tout de suite être taxé de terroriste et décrédibiliser votre courant de pensée. Donc ne le faites pas. Cherchez à vous ancrer dans un milieu sportif, dans un milieu associatif, où vous allez pouvoir mener des actions de terrain qui vont permettre de changer les choses ou de faire en sorte que la décadence ne passe pas par vous. Par exemple, vous intégrer dans une association de parents d'élèves, par exemple, où vous allez pouvoir avoir un droit de regard sur ce qui est organisé et lutter pour que certaines choses ne passent pas. Comprenez bien un truc, c'est que ces gens-là sont faibles, donc comme ils le savent, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se constituer en horde et de se constituer en association. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas ce rapport à la faiblesse, donc on est solitaire et on est divisé. Et c'est pour ça que ces gens-là gagnent systématiquement. Regardez le micmac électoral qu'ils ont fait aux législatives pour faire barrage à l'extrême droite. D'un coup, ils ont commencé à tous manger dans les mêmes gamelles et ils nous ont pondu un NFP/macroniste qui a évidemment raflé la mise. Donc toute action violente sera complètement délétère, il faut les battre sur le terrain idéologique et sur le terrain juridique. C'est pour ça que participer à des cagnottes comme on a fait, qui a pour seul but de poursuivre ce combat idéologique et juridique, faire fonctionner les entreprises qui sont dans cette mouvance. Je pense par exemple aux difficultés que rencontre un magazine comme L'Incorrect, difficultés que rencontre actuellement Kalos en termes de disparition de comptes en banque, de disparition d'Instagram, etc., etc. Vous voulez aider les gens plutôt que d'aller mettre une énorme gifle à un gauchiste. Vous devriez prendre votre portefeuille et quand vous faites des anniversaires ou quand vous voulez faire des cadeaux, utilisez votre portefeuille pour pousser des actions. Je pense que le jour où les gens vont commencer à faire ça, parce que tout est argent, tout est financier, vous allez donner de la force à des courants qui pensent comme vous, et ces courants vont créer une culture, et cette culture va s'étendre, et nous reprendrons la main. Mais le combat est d'abord culturel et doit rester sur le terrain du culturel, à la limite du juridique, mais ça ne doit pas aller au-delà de ça. Ne faites pas ça. Ce serait totalement idiot de votre part. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. On refera ça d'ici un mois et demi. Je tenais à vous remercier
au nom de toute l'équipe, de votre intérêt grandissant, de l'énorme mobilisation dont vous avez fait preuve quand nous avons été attaqués, c'est sans précédent. Le nombre de partages, de ripostes et la force que vous nous avez donnée, c'était vraiment quelque chose de sublime, qui m'a d'ailleurs redonné un peu l'espoir dans ce pays, alors que j'étais le premier à dire que de toute façon tout était foutu et que, entouré de gens qui ont voté à 70% pour Mélenchon et Macron aux dernières élections présidentielles, c'était vraiment un pays qui était perdu. Donc la patate que vous nous avez donnée et le push que vous nous avez filé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, nous a énormément galvanisé pour repartir de plus belle. Donc continuez, un like, un partage, ça ne coûte rien, un abonnement à nos pages, ça ne coûte rien. Vous êtes nos premiers vecteurs de grossissement, d'élargissement. Donc parlez-en autour de vous, parlez-en dans vos salles, diffusez nos vlogs et nous on va continuer à être les fers de lance du développement des qualités personnelles par le développement des qualités physiques, en ayant en réalité très peu d'idéologie politique, même si on en aura beaucoup parlé pendant cette vidéo. Notre seule idéologie politique, c'est qu'en fait l'être humain est sur Terre et nous avons créé cette société, on fait des avions, on fait des opérations à cœur ouvert, on envoie des satellites dans l'espace parce que l'homme de base a toujours essayé d'aller de l'avant, a toujours essayé de développer, d'explorer, c'est dans sa nature, a toujours essayé de tendre vers l'excellence et le beau. Et aujourd'hui, la politique essaye de nous expliquer que c'est complètement has-been et qu'il faut tout déconstruire et qu'il faut mettre en avant la faiblesse, l'égocentrisme et le surplace dans sa vie, et nous explique que le courage, c'est d'insulter les autres de fachos et d'homophobes sur les réseaux sociaux. Non. Le panache à la française est de retour, et on est là pour le prouver. Bye bye.